La forêt domaniale de Retz, l'un des plus grands massifs forestiers français avec 13 500 hectares, est à 75 km de Paris, vers le nord-est. Elle est aussi connue sous le nom de forêt de Villers-Cotterêts, et vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà traversée lors d'un périple vers Soissons ou Laon. Ce massif faisait partie, à l'époque gauloise, de l'immense forêt qui regroupait celles de Chantilly, d'Ermenonville, de Compiègne, dont elle est aujourd'hui séparée de quelques kilomètres. Moins touchée que ses voisines par l'emprise et le développement du monde urbain, la forêt de Retz est certainement la seule à avoir conservé un caractère sauvage, profond, qui attire ceux qui la connaissent et la pratiquent. Pourtant, cette forêt n'est pas un bloc. Au contraire, elle forme comme un fer à cheval autour de la bourgade de Villers-Cotterêts. Ici, depuis toujours, résonnent les bruits de l'exploitation forestière et les échos de la chasse à courre. Et c'est d'abord avec le président de l'Association des Amis de la Forêt, M. Yves Tardieu, que nous commençons notre découverte de cette forêt. Après ses déboires de Pavie et sa captivité de Madrid, François Ier avait décidé de faire construire en Île-de-France un certain nombre de châteaux. Et il avait choisi Villers-Cotterêts, qu'il aimait particulièrement parce qu'on sait que François Ier était un grand chasseur. Et la forêt de Villers était et reste, malgré tout, particulièrement riche en grands animaux. Là, vous avez vraiment la typicité de la forêt de Retz en tant que hêtraie. C'est la hêtraie type, avec ces grands hêtres tout droits, dont Teilhard de Chardin avait écrit qu'on pouvait se promener des heures entières à travers des colonnades de troncs droits et lisses, comme les piliers d'une cathédrale. Et c'est ce qu'on appelle effectivement entre nous la futée cathédrale. On n'a pas vraiment d'arbres très vieux, à part 2 ou 3 arbres classés remarquables. Ici, on a des arbres qui ont à peu près 100-120 ans. Bon, c'est pas toujours facile à donner l'âge de l'arbre parce que selon la nature du sol, ils vont pousser plus ou moins vite. Et puis on est dans une forêt d'exploitation. Exploiter, ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, quand les hêtres commencent à attendre 120, 130 ans, bon, il est temps de se préoccuper de leur remplacement. Pour les chênes, on peut aller jusqu'à 180-200 ans. Mais après, l'arbre vieillit, et puis c'est au détriment de la qualité des bois. Il faut se faire une raison. C'est une forêt d'exploitation, c'est pas un parc. Voilà, le ton est donné. La forêt vit, produit du bois, génère de l'activité et du travail. Chaque année, jusqu'à 50 000 m3 de bois en sont extraits. Certains arbres, d'une qualité exceptionnelle, font la réputation de cette forêt dans de nombreux pays du monde. Et cela, les utilisateurs annexes de la forêt, promeneurs et chasseurs, le savent. Alors, sous les hautes futaies, ils évaluent leur place, s'écoutent et s'organisent tous en bonne entente pour pouvoir vivre leurs passions respectives. Patrice de la Bouillerie est d'abord veneur et accessoirement agriculteur, comme la majorité des membres de son équipage. Presque tous habitent à proximité immédiate de la forêt. Pour eux, la forêt de Retz, c'est d'abord 70 journées de chasse par an avec une cinquantaine de cavaliers réguliers. Tout se passe simplement, avec amitié et expérience, à l'image du maître d'équipage qui a choisi, il y a une trentaine d'années, de s'installer ici parce qu'il y avait cette forêt et bien sûr une passion génétique de la chasse. J'aimais beaucoup les chevaux enfants, peut-être plus que les chiens. En vieillissant, ça devient un peu pour l'inverse, mais j'aime les deux de façon identique. Donc c'est vrai que j'étais d'abord attaché aux chevaux très jeune. Mais j'avais le goût des chiens, mais pas de façon aussi orchestrée. Je suis un peu nostalgique quand même de ce que j'ai connu enfant. C'est vrai que
Avec mon frère, on partait de la maison, on avait une quinzaine de chiens courants. Le roi n'était pas notre cousin, on avait de comptes à rendre à personne, on n'avait pas de permis parce qu'on était beaucoup trop jeunes pour en avoir un. On avait l'impression d'avoir un espace de liberté immense, alors que maintenant, il y a un carcan d'organisation. Lorsque vous avez un équipage, donc c'est lourd, c'est des budgets importants, il faut un répondeur, il faut faire un rapport, ça devient beaucoup plus officiel, donc c'est quelquefois pesant, si vous voulez. Mais bon, on a des grandes joies par ailleurs, je ne vais pas me plaindre de mon statut. Mais c'est plus un espace de rêve aussi grand que celui qu'on a connu enfant. Salut Antoine, ça va réparer? Non, pas vraiment. Regardez, hop, hop, hop. C'était mieux dans les années 50 où il n'y avait pas de clôture du tout, parce que les animaux débouchaient énormément. Si on prend les comptes rendus de ces années-là, on s'aperçoit qu'un tiers de la chasse se passait en débouché. Ce qui peut revenir, parce qu'effectivement, là, il y a quand même un peu moins d'animaux, donc les clôtures sont moins présentes. On peut retrouver ce genre de parcours qui existait il y a 40 ans ou 50 ans. Donc c'est vrai qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait le faire, je pense, dans des coins très stratégiques où les dossiers étaient importants. Là où ça l'était moins, on sait peut-être... mais vous savez, c'est un problème pas de jalousie entre agriculteurs, mais s'il y en a un qui protège, c'est vrai que ça renvoie un peu les animaux chez l'autre, et ainsi de suite. Donc ça fait un peu effet de boomerang, et puis ça s'est étendu, on a clôturé quand même trop. Mais avec la fédération, il y a eu une politique à nouveau de régression de cette protection arbitraire, entre guillemets, et surtout avec la baisse de la population. Moi, je serais presque tenté de se garer en bas, tant pis, à la Glaisière, puis de s'aligner le long des carrières et de tout pousser comme ça. Les chasseurs à tir en forêt de Retz sont environ 500 répartis dans 14 sociétés de chasse. Avec les 4 équipages de vénerie présents sur le massif, ils sont tous réunis dans une association, l'Actifort, dont Bruno Calins est le président. Il faut savoir qu'en forêt de Villers-Cotterêts, les adjudicataires proviennent d'horizons très différents. Il y a des adjudicataires, comme on dit chez nous, parisiens, purement parisiens, des adjudicataires locaux, agriculteurs ou d'autres sensibilités. Moi-même, à l'époque, j'étais employé dans un bureau. Non seulement des sensibilités différentes, mais des personnalités différentes, de gens qui avaient tous une approche différente de la chasse. Alors, le premier intérêt de créer l'Actifort, c'est que ces gens se rencontrent et puis échangent au moins leur point de vue, leurs idées. Oui, jaquette, jaquette! Allez! Allez, va! Allez! Hop, hop! C'est vrai. Jaquette! Viens là, viens! L'Actifort a aussi surtout été créé dans un premier temps pour, entre guillemets, faire augmenter les populations de sangliers.
puisque dans ces années-là, il se prélevait environ, on va dire, 50 à 60 sangliers par an sur un massif de plus de 12 000 hectares, qui était vraiment faible. À part une pointe que nous avons eue dans les prélèvements il y a 5 ans de plus de 500 animaux, maintenant les prélèvements se situent aux alentours de 300-350 sangliers par an, ce qui convient à tout le monde. Nous évitons de rentrer dans le travers de l'élevage de sangliers, si on peut dire comme ça, hein, puisque l'Actifor n'a jamais eu vocation à créer des porcheries à ciel ouvert, j'insiste bien là-dessus. Nous n'avons jamais voulu de créer de surabondance de sangliers. Premièrement, le massif de Retz ne le permet pas, de par son découpage. Beaucoup de plaines intramuros et beaucoup trop d'agriculteurs, beaucoup trop de plaines autour de cette forêt ne permettent pas d'avoir une surabondance de sangliers. Si ce n'est automatiquement d'avoir de très gros problèmes d'indemnisation et des problèmes avec tous nos riverains, ce qui n'est pas du tout concevable. D'autre part, s'il s'agit d'entourer la forêt de clôtures pour pouvoir avoir du gibier dedans, ce n'est plus une chasse naturelle. Transformer la forêt de Retz dans un immense parc n'a absolument aucun intérêt. Nous avons d'ailleurs obtenu il y a 3 ans, avec l'accord des agriculteurs et après concertation, nous avons obtenu que la fédération retire 70% des clôtures autour du massif. Nous avons rouvert ainsi des passages, notamment pour les grands cervidés, des passages ancestraux, et la forêt est beaucoup moins cloisonnée, ce qui, je pense, aux yeux du grand public, des autres utilisateurs de la nature, est une bonne chose, puisque se promener autour d'un massif et de voir des fils électriques bleus ou jaunes ou rouges n'est pas en soi quelque chose de très naturel. Vous chassez votre chevreuil, à l'inverse du cerf, moins il sent. Donc à chaque fois que vous allez croiser des chevreuils étrangers, entre guillemets, à la chasse, vos chiens auront une tendance fâcheuse à partir sur les mauvais. Donc ça devient un problème technique très difficile à résoudre. Donc soit vous avez des chiens, ce qu'on appelle des chiens de change vaincus, qui reviennent au cheval en disant c'est plus pour nous, mais très rares sont les chiens de change convaincus qui, eux, vont essayer de retrouver l'animal qui sent presque plus rien et qui est au milieu de toutes ces odeurs fortes. Donc techniquement, on a, tout équipage confondu, à travers toute la France, il y a une progression de la population de chevreuil énorme dans tout l'Hexagone. On rencontre tous ce problème-là. Alors qu'autrefois, vous aviez quelquefois un chevreuil aux 500 hectares. Vous aviez les difficultés intrinsèques à la chasse du chevreuil qui sont déjà grandes, mais vous n'avez pas ce problème permanent de change et qui est pratiquement insoluble. Le chevreuil occasionne très peu de dégâts dans les cultures. C'est un animal beaucoup plus discret.
Il est très bien réparti. C'est un animal très territorial, donc il se défend son territoire et qui s'y cantonne. Et puis, l'abrutissement en forêt, c'est pareil, il existe, mais il est plus discret. Donc, tout ceci a fait que les forestiers, les agriculteurs ont mieux supporté l'augmentation de la population de chevreuil que celle du cerf. Et en plus, je pense que le chevreuil s'est développé aussi parce que il y a eu des plans. C'est le plan de chasse qui a fait la montée du chevreuil et le tir à balles dans certains départements. C'est-à-dire qu'on a moins blessé, on a respecté le plan de chasse. Avant, les gens qui allaient au pigeon, il y avait un chevreuil qui passait, poum, en fait d'être au pigeon, il envoyait un coup de 6 et il repartait avec le chevreuil. Donc c'était monnaie courante. Le plan de chasse a mis fin à ce genre de pratique et toute la France s'est vue avec une population de chevreuil qui a été multipliée par 50 de façon exponentielle, quoi. Là, hop, hop, pèlerin, hop, hop, hop. Là, oui. Un patou à rallier, là. Au chevreuil, si vous voulez, c'est une vénerie qui est toujours comme celle du lièvre, qui est jamais acquise. Donc même au bout de 2 heures de chasse, vous pouvez perdre votre chevreuil de façon lamentable. Donc il faut être très près pour savoir quel chien crier à tel endroit. Chaque indice est important pour relever le défaut. Nous, on a un regard comme ça sur les chiens qui nous permet à notre modeste échelle de tirer enseignement de chaque coup de gueule de tel chien à tel moment. Je pense qu'il faut avoir un regard sur les chiens d'abord pour bien les connaître les qualités de chacun, parce que c'est un peu comme, on n'est pas le Giroud de la vénerie, mais on a un peu un rôle d'entraîneur, donc il faut bien connaître ces chiens pour la sélection à venir, pour faire les croisements judicieux avec les qualités qu'on l'on cherche, mais il ne faut pas les gêner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus faire partie intégrante de la meute, parce qu'à ce moment-là, les chiens reposent sur vous, et si vous êtes trop à l'intérieur, ils vont vous faire un crédit trop grand, parce que dès que la voie est mauvaise et tout, vous avez tendance quelquefois à venir les aider ou apporter le peu que vous savez, parce qu'on découvre toujours des tas de choses, donc on ne sait jamais rien. Il y avait un autre veneur qui disait le meilleur des veneurs est le moins bon des chiens, et c'est un peu vrai. Ah, Odyssée, viens ma vieille Odyssée, viens ma pépette, oh ma pépette Odyssée, ah ma vieille, oh ma pépette. Ah mon père sac, ça va mon petit père sac? Ah, on peut. Ouais, on va déceler, on va les rentrer là. Non, c'est qui des selles? Non, il veut remonter toute seule, mais je vais le monter là, bougez pas là, voyez. 19, 20, 21, hop, hop, 22, hop, on prend 24, hop, 25, hop, allez, on va aller, 25, allez, hop, 29, 30, 31, 32, et hop, 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 33, 34 et hop, 36, hop, hop, 36, hop, 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 bien, hop, 36, 37, 38 swing. Allez, 38, allez swing, allez dépêche-toi. On a dû prendre 25 chevreuils, ce qui n'était pas dans nos meilleures années, mais les voies étaient difficiles et puis je pense qu'on a pris un peu de recul par rapport à la prise. Si vous voulez prendre, c'est bien, mais il faut bien prendre. Donc vous pouvez attraper les chevreuils, vous savez, à la chasse à tir, j'ai des amis qui ont des braques, ils attrapent des chevreuils, mais ce n'est pas le but du tout recherché dans la vénerie. Donc le score est... Bon, c'est évident qu'un équipage qui prend régulièrement est un bon équipage, quand même, ça ne va pas non plus cracher dans la soupe. Mais il faut quand même garder cette espèce d'éthique où l'intérêt, c'est quand même de prendre, même vis-à-vis de l'animal, avec panache et avec
pureté entre guillemets, si vous voulez. Donc en déjouant les ruses, on se pourra tout sauter dessus et de faire harakiri, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il y a maintenant, on va dire même 15 ans, il y a eu une très forte pression sur les plans de chasse grand cervidés pour faire diminuer ces populations. Il y avait eu un comptage organisé par l'Office national des forêts et le CEMAGREF, et où il avait été dénombré 1400 animaux, grands animaux, avant natalité. Il y a eu énormément de dégâts de gibier à l'époque, que les sylviculteurs se sont rendus compte qu'il y avait également énormément de dégâts sylvicoles, et qu'il fallait absolument faire quelque chose, puisque cette situation n'était plus tenable, ni pour les agriculteurs, ni pour les sylviculteurs. Quant à la chasse, supporter des animaux comme ça, c'était aussi en défaveur d'autres animaux aussi intéressants que sont le chevreuil ou le sanglier. Là, pendant 3 ans, les plans de chasse ont été fortement augmentés et les populations ont été fortement diminuées. Essentiellement, le chasseur à tir, puisque la vénerie, elle, traditionnellement, a toujours eu une quarantaine de cerfs à prendre pour sa saison de chasse. Donc c'est à partir de ce moment-là que, notamment, il y a eu des cerfs de donner aussi aux chasseurs à tir de la forêt domaniale. Et il y a eu une très forte pression du tir sur les biches et les jeunes. Dans cette battue-là, donc, vous avez tout le monde, il y a beaucoup de monde qui ont vu les grands animaux, mais on n'a pas vu de fan, hélas. C'est des beaux chevreuils. Hein. Parce que ça, c'est des chevrillards, et je vais vous dire, c'est pas déjà des beaux animaux. Hein. Donc pour ces 3-là, bravo. Comme dans de nombreuses forêts domaniales, la pression a donc été très forte pour réduire les populations de grands cervidés. Le coût des dégâts a bien sûr baissé de façon vertigineuse. Mais il semble qu'aujourd'hui, le seuil minimal soit atteint, car les prélèvements n'ont jamais été aussi bas. Certains chasseurs regrettent la faible population de sangliers, mais les agriculteurs et les forestiers veillent. Jean-Charles Pigoni, qui gère avec son frère l'une des plus importantes scieries de la région, nous fait part de ses réflexions sur ce sujet. Personnellement, je ne suis pas chasseur. Mon frère non plus n'est pas chasseur, mais je ne suis pas contre la chasse. Parce que s'il n'y avait pas certains chasseurs, bon, mettons, on peut admettre la chasse à courre en forêt de Retz, c'est une des principales chasses qui peut exister. Si on n'avait pas la chasse sous cet angle, je pense qu'il y aurait actuellement trop de gibier, et s'il y avait trop de gibier, nous, forestiers, on souffrirait quand même. Parce qu'il faut une temporisation des choses. Parce que le cerf, la biche, mange les petits plants. Et pour recréer une forêt, il faut impérativement replanter des petits arbres. Ces arbres plantés, le cerf, pour lui, quand il commence à avoir 2 ou 3 mètres de haut, c'est un refuge idéal. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dans ces plantations-là et puis il les détruit. Donc s'il y a trop de cerfs, il y a destruction de la nature, il faut donc un équilibre. Maintenant, quelle est la quantité? Je l'ignore parce que je ne suis pas chasseur. La forêt de Rest est une très belle forêt. On y trouve des bois d'une hyper qualité, c'est-à-dire des bois qui sont très doux parce qu'ils sont poussés sur un bon sol. J'étais encore samedi dernier à Tunis. J'ai visité 4 grands hôtels tunisiens en compagnie de mon client tunisien qui m'a dit « Voilà Jean-Charles, ce sont tes bois, regarde ce qu'ils sont devenus ».
Également, je peux vous citer, puisque ça aussi c'est très récent, vendredi dernier, je visitais à titre privé la construction de la grande mosquée de Carthage, et elle était faite avec du chêne de la forêt de Retz. Et je pense que dans 200, 300, 400 ans, des bois de la forêt de Retz seront toujours présents dans des portes qui font 7,20 m de haut. En tant que sieur, j'étais émerveillé de revoir mon bois dans de si belles conditions. Et en rentrant, je n'ai pu qu'envoyer une lettre tout de suite en disant que j'étais émerveillé de voir le travail qui avait été réalisé avec nos bois. On tire JCB de préférence, c'est 4 coups. S'il y a une biche par terre, vous pouvez sonner 5 coups. Et pour le cerf, c'est 7 coups. Bien distinct, hein. Vous séparez bien vos coups de trompe pour bien comprendre. La saison avance pour les chasseurs. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à l'un des endroits stratégiques de la forêt, le carrefour de la Croix-Baquet, où se concentre habituellement une population importante de cervidés. Nous sommes aujourd'hui avec l'une des chasses que dirige Christian Carrette. La tension est perceptible, le tir d'un cerf est autorisé. Il faut bien vous répartir, hein. Vous êtes trop large là-bas. Voilà, alors Olivier, Joël, là. Olivier, là, bon, c'est bon. Généralement, ils se trouvent toujours dans la petite tentation de être. Là, ils doivent tourner, les animaux doivent tourner avec le chien. Là. Au cours de la journée, Patrice de la Bouillerie nous rejoint et nous guide. Il est aussi adjudicataire de ce lot de chasse à tir et connaît mieux que quiconque les zones de passage des animaux. Chevreuil en mâle, une chevreuil femelle. La dernière, c'est une petite femelle. Eh, regardez l'arbre. Eh, regardez l'arbre. Ouais. Non, mais regardez, attendez, c'est pas fini, il y en a encore. Hein. Ouais, ouais. Eh. 40. Ils vont arrêter, Ils descendent. Vous avez vu le poké? Oh oui, il a entre 40 et 50. Oh oui. Et pas plus. Et vous voyez pas de cerf dedans? Vous voyez pas de cerf dedans? Peut-être dans les derniers. Ouais.
pour l'instant, pas de cerf en vue. Par contre, l'un des plus jeunes chasseurs de la société n'a pas laissé passer sa chance lorsqu'il a aperçu la harde de biches. Une de plus au tapis, au grand désarroi de Jean-Luc Corroyer, le piqueux de l'équipage de cerfs de la forêt. Un homme franc, direct, qui souhaite avant tout pouvoir exercer son métier dans un environnement cynégétique satisfaisant. À mon avis, on a tué trop de biches. Moi, je suis un chasseur au chien courant, donc c'est ma passion. Après, il y a le chasseur à tir, et que je respecte beaucoup. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on prélève trop d'animaux. Et moi, je souhaite qu'en Villers-Cotterêts, les chasseurs à tir aient des cerfs à tirer. Les cerfs n'appartiennent pas qu'à la vénerie, mais à condition qu'on laisse monter des cheptels. Moi, si les chasseurs à tir ont des cerfs à tuer, je ne suis pas jaloux. Mais il faut... Un équipage représente quand même quelque chose d'important, où on chasse 6 mois et demi, et on ne peut pas se permettre d'avoir 10 cerfs à prendre pour un équipage. Un équipage, comme en Villers-Cotterêts, doit avoir 35 cerfs à prendre par saison. Donc c'est à nous, chasseurs, à avoir un cheptel où on peut prélever 35 cerfs à court et 15 ou 20 à tir s'il faut. À cette époque-ci de la saison, le bois est plus difficile à faire dans le sens où on arrive quand même à une période de la saison assez avancée. Les animaux sont plus quand même sur le qui-vive, comme on dit. Ils sont plus stressés, donc dès qu'ils ont connaissance de quelque chose de pas normal, ils se mettent tout de suite sur pied. Je pense que sur le domanial de 13 500 hectares, on a à peu près 300 animaux. Alors cette forêt qui est très morcelée, l'avantage et le défaut qu'elle a, c'est que les cerfs voyagent beaucoup. Donc ça veut dire qu'un cerf ici peut vous emmener n'importe où. Il peut partir directement en forêt de Compiègne, ce qui arrive régulièrement, ou partir rester en forêt. Donc c'est vraiment la découverte là. Non, c'est pas intéressant. Vous voyez, toute la chienne goûte la voie. Enfin, apparemment, c'est pas un cervidé. Le problème, c'est que moi qui est sur le terrain, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on veut comme cheptel. C'est quelle densité on veut. Parce que bon, sur le domaine forestier, je pense que les dégâts, on ne voit pas tellement de dégâts causés par les cervidés. Je pense que le dégât sur les plantations sera plus causé par les chevreuils en surpopulation. Parce que le cervidé ne mange pas de plants. Et au niveau des cultures, on a une forêt quand même qui est très découpée. Et bon, c'est vrai qu'il y a des dégâts de gibier. Tiens, vous voyez ? Ouais, là je crois qu'il y a une... Brosselet. Là, il y a un animal qui monte là. Vous voyez, là, il y a un animal qui monte là, la chaîne vous le donne très très bien. Vous voyez, son brosselet. Et qui rentre là. Donc là, c'est un cerf. Hein. Il rentre ici. Tiens, vous voyez, il y a 2 animaux. Vous voyez, on a le deuxième qui est ici. Qui s'en va là, qui va dans la neige et qui rentre là. Donc il y a 2 cerfs. Celui-ci est meilleur cerf. Ça, c'est un bon cerf à tête, à mon avis. On va changer notre programme de quête. Hein, on va continuer là. Donc, mais comme on prend connaissance de ces 2 cerfs-là qui sont d'une voie de la nuit, on va fermer par la gauche maintenant. Et à mon avis, il y a un cerf qui est jeune cerf. Daguet ou seconde tête, mais il y a un cerf qui est au moins 3/4e tête sur le cerf de droite. Malheureusement, la forêt est souvent gérée par des gens qui ne vivent pas dedans. Donc moi, ce que je reproche, je me permets de le dire, c'est qu'on a fait des prélèvements sans écouter les hommes de terrain. Donc ça c'est dommage parce que vous savez comme moi, prélever des mâles
Ça peut choquer beaucoup de monde quand je vais dire ça, mais c'est pas prélever des cerfs qui baissent un cheptel. Malheureusement, il faut préserver les biches, parce que c'est eux qui font les fonds. Si on rencontre maintenant des cerfs qu'elles ne me marquent presque pas, là on pourra dire que c'est pas les mêmes. Parce que là, comme elle les a bien dans le nez, si on retrouve sa voix, on va nous les redonner impeccable. Tiens, les voilà, taillot. Voilà, les deux cerfs rentrent là, vous voyez. Tiens, vous voyez, là c'est les deux cerfs rentrent là, vous voyez. Là, on voit bien dans la boue, là, vous voyez. La chaîne les donne très très bien. Je branche, c'est très très important. Je sais que tout à l'heure, si je viens avec mes chiens à cette voie-là, je retrouve tout de suite la voie. On branche la voie. Quand vous voyez un cerf bramer, c'est un grand cerf bramer avec 7-8 biches, c'est dommage. C'est un grand cerf, il doit bramer avec 30 biches. Et il va saillir ces 30 biches. Et malheureusement, à l'heure actuelle, on a quand même des cervidés, des mâles, mais le cheptel biche n'est pas au niveau où il devrait être. Non, il ne touchera pas. Il va nous les donner quand on va passer. Et cette belle image, c'est joli ça. Et hop. Avec le bébé derrière. C'est joli ça. Allez. La chaîne les regarde. C'est ma 30e saison à l'équipage de Villers-Cotterêts. Ça commence à faire quelques saisons. J'ai pris 840 cerfs. J'ai commencé à l'âge de 16 ans comme valet de chien, passionné. Et donc j'ai pris la place de Piqueux quand Vaucelet est parti en retraite en 80. Et depuis ce temps-là, c'est ma passion. Villers-Cotterêts, on ne peut pas chasser au parti en cours de chasse. Chasser au parti, ça veut dire que quand on a perdu la chasse, on dit tiens, le cerf est parti à tel endroit, on recoupe par tel chemin, telle route, on retrouve la chasse. Donc Villers-Cotterêts, non. Villers-Cotterêts, tout cerf attaqué dans la même enceinte, ça sera toujours des parcours différents.
Moi, je suis piqueux, mais bon, avant tout, il y a des gens qui disent, tiens, le plus beau, c'est de faire des belles chasses. Mais si on ne prend pas, c'est pas grave. Mais je dirais, pour un homme qui a du caractère, moi, je veux faire des belles chasses, mais je veux aussi de la réussite. C'est normal. La forêt de Dorette, pour moi, c'est la plus belle forêt que je connaisse. C'est une forêt absolument merveilleuse, absolument mythique, car elle a deux éléments qui sont indispensables pour avoir vraiment une belle forêt. C'est qu'elle est majestueuse, elle est magnifique, et en même temps, elle est très sauvage. Il y a 2500 ans qu'on chasse à court en forêt de Retz. Il y avait une villa romaine ici à côté, la villa du Houssois. Et on a trouvé une mosaïque où on voit un cerf, on voit des chiens et on voit des cavaliers, donc à l'époque romaine. Pour vous dire combien la tradition de vénerie est ancienne dans ce massif. Vraiment, la vénerie, c'est quelque chose qui sort du sol. Jacques, René, Patrick. Alors on va quand même chasser, vous avez fait des kilomètres, c'est quand même pour venir à la chasse. Alors vous avez vu le temps, je vous rappelle tout de suite les choses essentielles qui concernent la sécurité. La sécurité aujourd'hui est d'autant plus d'actualité qu'il a gelé pendant 8 jours à plus de moins 10 et que tous les sols sont gelés et durs comme de la pierre. Sanglier, alors on n'est pas très riche en forêt de Villers-Cotterêts, ça fait 2 ans qu'on est même un petit peu en état de pénurie. Alors je vous demanderai de ne pas faire de bêtises, à savoir, il est interdit de tirer les bêtes de tête, les gros sangliers, comme vous en avez plusieurs, vous tirez d'abord les petits. Au niveau du pied aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on a au pied, c'est très difficile de faire le bois, les personnes qui ont fait le bois sont assez désolées. Il a gelé longtemps, il y a des traces d'animaux qui sont emmêlées un peu partout. C'est pas facile, alors on va partir un petit peu à la bibaude. On pense faire une traque où on est peut-être des sangliers, la première battue sur le pied de Michel, mais c'est pas évident. À l'évidence, la chasse en forêt de Retz préfigure ce que sera la chasse dans toutes les forêts domaniales. Un équilibre raisonné, serré entre toutes les espèces chassables. Grands cervidés, chevreuils et sangliers. Ici, pas de place pour un développement artificiel d'une espèce, par exemple celle du sanglier, comme cela peut se produire dans d'autres forêts.
Les chasseurs à tir devront donc se satisfaire de tableaux limités, en moyenne pour une saison 20 à 30 sangliers, 30 à 40 chevreuils et quelques grands cervidés. Bon alors celui-là, j'y vais parce que j'ai vu que j'avais mis dedans, puis il repart, j'ai mis une mauvaise balle. Il faudra annoncer un peu mieux que ça quand même la prochaine fois. J'avais entendu le... Ah non mais attends, mais j'annonce que 2 coups, il y en a un qui remonte par ici ou qui saute là. Obligatoirement, puisqu'il passe devant Salva. C'est ça, puisque Gérard Ancelin, il me dit il y en a un qui doit monter par ici. Ah bah c'est celui-là. Et il reste dedans alors. Il reste dedans, oui. Il vient de les voir rentrer là-dedans. Ah bah oui, c'est peut-être. Allez Sylvain, tu rentres avec Marcel, allez. Allez, allez. On fait attention au tir. Il y en a un là. Eh, ils ont pas l'air d'être gros, hein. C'est parti. C'est parti devant. Devant. Il passe là. À droite, à gauche. Je peux. Grand cochon, grand cochon. Là. Un gros mec. Un gros mec. Allez. Les avantages de cette nouvelle gestion qui s'est mise en place depuis ces dernières années ne sont pas négligeables. De nouveaux rapports moins tendus avec les gestionnaires de la forêt, les agriculteurs riverains et les exploitants forestiers. Des relations cordiales avec les autres utilisateurs, comme les promeneurs ou les sportifs. Et puis aussi et surtout, une autre manière de chasser. Moins de pression sur les tableaux à réaliser, des choix de prélèvement mieux réfléchis, des tirs plus sélectifs, plus précis. Sans parler d'un autre point fondamental. Cette orientation, qui écarte le quantitatif, n'a pas entraîné lors des dernières adjudications une flambée des prix de location et permet aux responsables et aux chasseurs locaux de conserver leur forêt. Pour vivre des moments de chasse certes un peu moins riches en gibier, mais qui redonnent peut-être un autre sens à l'acte de tuer un animal sauvage. La merde. On va marcher. Oh le con.